Salut! Alors, comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait un petit tour d'horizon de trucs bien débiles dans le domaine audio, ben, aujourd'hui on va regarder deux exemples assez gratinés dans leur genre sur le sujet. Donc, on va commencer par le premier exemple qui est tellement, vraiment tellement énorme que c'en est incroyable que ça a pu aller arriver jusque-là. En fait, ça a commencé au bureau où j'ai un stagiaire qui est venu me voir et puis qui m'a parlé d'un petit ampli casque qu'il est en train de faire pour apprendre l'électronique. Et c'est ce qu'il appelle le CMOI. Alors, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Et donc, je suis allé voir sur le net ce que c'était. Et je suis tombé sur donc le fameux ampli casque de Chumoy qui s'appelle le CMOI. Et quelle a été ma surprise de voir le schéma qui est un ampli op standard monté en non-inverseur. Ici, rapport de résistance vaut 10, donc le gain vaut 11. Voilà, et en sortie, directement un casque. C'est tellement délirant que je comprends même pas comment quelqu'un ose dire qu'il a fait un design quelconque avec ça. C'est tellement faux sur autant de sujets que je comprends même pas que ça ait pu exister. Et donc, enfin, les mots me manquent pour dire à quel point, là, voilà exactement comment faire un truc en utilisant des composants qui sont absolument pas adaptés. Voilà, c'est vraiment ça. Mettre un casque ça fait quelques dizaines d'ohms. En sortie d'un ampli on est sûr que de toute façon le machin il va être limité en courant très vite et on aura quelque chose qui fera n'importe quoi. Donc ça, c'est l'article original. Je suis obligé d'ailleurs chercher dans les archives du web parce que la page n'existe plus. Et voilà, c'est. Alors après, il y a des tas de trucs pour, entre guillemets, l'améliorer. Alors qu'en fait, ne l'améliore pas du tout. Hein. Il y a toujours les mêmes défauts. La résistance de sortie en série, alors là, c'est le comble. Ah bah oui, parce que si le casque a une résistance un peu trop faible, l'ampli pourrait être un petit peu déstabilisé. Donc on met une résistance en série comme ça. Mais ça ne posera pas de problème que ça va faire un pont diviseur avec l'impédance du casque qui, elle, est variable. Et évidemment, la courbe de réponse va changer dans tous les sens, évidemment, mais ça ne change pas grand monde. Alors ça, c'est le truc d'origine. Et en fait, actuellement, ce qu'on trouve, c'est plutôt cette page, et quelques autres analogues, qui parlent de ce truc-là, qu'on retrouve souvent dans des boîtes de bonbons, style... comment ça s'appelle, ces bonbons pour la gorge, je ne sais plus comment... Zeltoïde ou je sais plus, Altoïde, je crois. Donc c'est un truc portable à pile, deux piles de 9 volts quand même, sachant que l'ampli op pond 4 milliampères en permanence. Enfin bon, je veux dire, la durée de vie de la pile n'est pas forcément extrêmement longue. Alors ici, c'est le schéma tel qu'il est dans ce site-là. Et là, étonnamment, la résistance de sortie, elle est dans la boucle de contre-réaction. Alors on ne sait pas exactement... est-ce que c'est une erreur de saisie? Bon, il y a 5 composants, mais bon, il y a déjà une erreur dessus. Alors la lime, c'est deux piles de 9 volts avec une masse virtuelle entre les deux. Bon, soit. Bon, une pile suffirait. Hein. Mais bon, c'est un schéma qui est une insulte à l'intelligence. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment ridicule. Quoi. Si on veut faire un ampli de casque avec un truc, autant prendre un ampli pour truc portable pour les casques. Et non pas un ampli op de merde. Enfin, de merde dans cette application-là. Parce que l'ampli op qui est utilisé, c'est un ampli op à entrée faite, les OPA ici 134 ou 2134, 4134, etc. Alors ce que je vais faire là, c'est que je l'ai monté sur une plaque à trous et j'ai branché sur l'audio précision et puis on va faire quelques mesures pour montrer à quel point ce schéma est complètement débile. Alors je suis désolé, normalement j'aurais dû filmer justement la plaque à trous avec les trucs dessus. Mais comme un con, en fait, après avoir filmé les mesures, je l'ai démonté, j'ai tout rangé et j'ai oublié de filmer la plaque à trous elle-même et les branchements. Bon ben, tant pis, j'ai les mesures, j'ai juste, ben, c'est ce schéma-là, exactement ce schéma-là que j'ai mis avec ces composants-là, directement attaqué ici. Hein, j'ai pris ça avec une résistance de 33 ohms en sortie et une charge de 50 ohms. J'ai pas essayé avec un casque parce que, bon, déjà une résistance de 50 ohms, j'ai pris le maximum, c'est le cas le plus favorable. Et voilà, c'est juste pour se mettre dans les conditions. Et puis, ben, on va voir ben, comment ces pauvres ampli op, ici, moi j'ai pris un 2134 que j'ai en stock. On va voir comment ces pauvres ampli op arrivent à subir les assauts de ce genre de schéma de crétin.
Bon, on va juste faire une petite transformée de Fourier pour analyser un peu le comportement du montage avec et sans charge et avec et sans résistance série. Ok. Donc là, je suis dans le cas sortie ouverte, sans charge du tout. Donc on se retrouve avec un truc de ce genre. Donc bon, là, évidemment, le pic, pas grand chose, peut-être un peu de distorsion ici, bon, rien de spécial. Bon, de la ronflette évidemment, vu que c'est câblé en l'air, mais bon, ça on s'en fout, ça va pas interférer avec les résultats. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai branché la charge de 50 ohms avec la résistance série. Hein. Donc on a, en fait, vu de l'ampli 80 ohms au total. Donc on est loin du cas le pire qui est exprimé d'habitude. Et là, bon, ben, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc on voit parfaitement la distorsion qui déboule, tout simplement parce que l'ampli est en surcharge. Donc là, je suis à 1 volt aux sorties, ce qui est, on va dire, on est encore loin de ce que c'est censé pouvoir débiter a priori. Mais bon, admettons, on va passer, non, pas de 100 millivolts, mais on va passer, je sais pas, à 20 millivolts. Juste pour voir comment ça se comporte. 20 millivolts. C'est parti. Bon, même avec 20 millivolts, ce qui fait 0,2 volts en sortie, on a de la distorsion qui est toujours là. Bon, après, elle descend avec la tension et elle est plus ou moins couverte par le bruit de fond, mais n'empêche que on se retrouve avec des pics de distorsion. Ici, on a à moins 80. Enfin, voilà, quoi, c'est tellement délirant que voilà, c'est le montage typique d'un truc qui n'est pas fait pour, qui est utilisé n'importe comment, et bien sûr, on a des résultats de merde. Alors, même pire, là je vais prendre la résistance de charge, je vais la mettre directement à la sortie de l'ampli hors résistance série. On va voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai mis en sortie, et boum, je me retrouve avec encore plus de distorsion. Alors le bruit de fond a monté parce que le niveau a augmenté, parce que je n'ai plus le pont diviseur dû à ça. Mais la distorsion est bien pire, évidemment, parce qu'on a une charge encore plus faible. Et on n'est encore pas à 32 ohms nominal d'un casque standard, hein, qui sera encore pire. Donc voilà, c'est même pas la peine d'aller plus loin. C'est tout de suite de ce ampli casque CMOI, c'est une sombre daube qui aurait mieux fait de ne jamais exister et qu'il faut oublier. Si on veut faire un ampli de casque avec un schéma très simple, avec peu d'éléments, ben, il faut prendre simplement une puce dédiée amplification casque avec très peu d'éléments autour et qui est faite pour ça. Et on aura autre chose que cette grosse bouse qui utilise des composants totalement inadaptés. Alors je sais pas qui est ce Mr. Moy, mais manifestement, si c'est ça son niveau dans le domaine, personnellement je ferais pas trop confiance au reste. Donc voilà, c'est premier exemple de gros bullshit audio. Et là, on va passer à un exemple beaucoup plus subtil, beaucoup plus, on va dire, difficile à analyser au premier abord, mais qui est tout autant bullshit que ça. Ok, donc pour notre deuxième exemple, on va regarder un petit peu cette espèce d'ovni qui est arrivé il y a quelques temps, qui a été remarqué surtout par son inscription à Indiegogo pour faire un crowdfunding sur un DAC qu'il voulait produire, et dont en fait le plafond de fonds recueillis a explosé, mais littéralement quoi. À l'origine, il voulait, je sais plus exactement, je crois que c'est 38 000 $, quelque chose comme ça, qui était demandé au départ. Et en fait, ils ont recueilli quasiment 3 millions de dollars pour un DAC et quelques appareils autour. Ça continue, hein, ils continuent à avoir des fonds parce que il n'y a pas que des DAC dans leurs offres, ils sont en train de travailler sur des amplis, sur des choses comme ça. Donc ils arrivent à se financer quand même assez largement pour pouvoir faire des trucs. Donc d'un certain côté, c'est quand même assez extraordinaire. Et bon, tant mieux pour eux. Je veux dire, quelque part, c'est quand même... mais c'est quand même très inattendu. Et ça a pris beaucoup de gens par surprise parce que c'était... il n'y avait pas de raison particulière pour que ce truc explose comme ça. Voilà. Ça veut dire simplement qu'il y avait une demande et que c'est une demande qui n'était pas fournie par ailleurs. Alors, très bien.
Moi, ça m'intéresse parce que je regarde un peu ce qui se fait comme produit pour voir s'il y a des idées, des innovations, des trucs comme ça. Donc, en fait, bon, j'ai un petit peu regardé ce qui se passe là-dedans et regardé un petit peu ce qui se dit sur ces appareils. L'avantage un peu de ces trucs financés de cette manière, c'est que souvent les gens, c'est pas qu'ils se sentent obligés, mais c'est un peu on va dire la tradition d'expliquer ce qu'ils font. Évidemment, quand des gens payent d'avance, pour avoir un peu de crédibilité, ben, on explique un peu ce qu'on fait, on explique sa philosophie, on explique des trucs techniques, etc., pour essayer de justifier ce qu'on fait et puis d'avoir quand même une image qui n'est pas trop mauvaise. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, là, c'est intéressant parce qu'on peut avoir plus d'informations que d'habitude sur les produits qui sont fabriqués. Alors, ici, bon, c'est difficile de s'y retrouver dans la jungle d'options, de modèles qui proposent. Tout est mis à plat comme ça et on ne sait pas exactement ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible, ce qui est en cours, ce qui a été fait, etc. C'est assez difficile de voir. Mais bon, à force de lire, bon, on arrive un peu à s'y retrouver. Alors là, je vais m'intéresser à cet appareil, le DAC, le Pulse DAC, qui est en fait la suite d'un petit DAC USB qu'ils avaient fait avant, et donc qui part sur certains principes techniques et certains choix technologiques. Et donc ce DAC existe en quelques versions, le DAC tout court, le DAC X, le DAC X-Fi, avec des options supplémentaires, des entrées symétriques, des quartz, des horloges de haut de gamme, etc. Et éventuellement aussi une option d'alimentation, parce que cet appareil n'a pas d'alimentation, il faut fournir un petit alim à part avec une prise standard si on ne veut pas acheter la ligne. Alors voilà, donc on va s'intéresser à cet appareil-là parce que il y a des choses qui sont dites sur cet appareil et des informations techniques qui sont intéressantes. Là, il parle d'un ampli, mais il n'est pas disponible, il n'existe pas encore. Alors, je ne sais pas comment ils font pour avoir des specs complètes, des mesures complètes, alors que l'ampli n'est pas disponible, on n'arrive à avoir aucune info autre que ça. Qu'importe. Donc, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui sont plus ou moins liées à ça, à LH Labs. En fait, le nom de la boîte qui tient ça, c'est LH Labs. Et Geekpulse, c'est en fait une gamme d'appareils, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, on va s'intéresser à cette vidéo-là, qui est Geekpulse, The Stuff Nobody Can See, c'est-à-dire les choses que personne ne peut voir. Et donc, en fait, il explique ce qu'il y a dans la boîte, sur certains aspects techniques qui ont été des choix pour concevoir ces appareils. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser un peu ce qui est justifié au niveau technique, parce que c'est avant tout quelque chose de technique, quelque chose qui d'une manière assez inhabituelle, est disponible pour un appareil vendu en général. Donc là, on voit un petit peu la personne qui fait l'ingénierie expliquer ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, quelles sont les choses qui sont différentes des autres. Parce que, en fait, quand on fouille, ce DAC n'est qu'un DAC standard qui utilise la puce ESS, hein, la 9018, il utilise la puce XMOS pour l'USB, l'ampli casque, je suppose, c'est probablement les puces Texas Instruments ou des choses comme ça, avec un petit peu de composants discrets, histoire de faire un peu différent des autres, mais ça reste l'utilisation de puces standards. Donc l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent qui justifierait que ça soit meilleur que les autres. Parce que c'est quand même ce qui est annoncé ici ou là. C'est pas très modeste hein, comme truc. Bon, je passe sur les trucs pour débiles mentaux de ce genre. Hein. Bon, on va pas non plus se faire dire ah ben on n'écoute pas des zéros, on écoute de la musique. Bon, c'est bon, allez, on va passer là-dessus. On va passer sur le discours marketing à la con qui ne dit rien mais qui dit tout mais qui dit rien. Enfin, il y a des trucs sans grand intérêt. Les phrases qui font plaisir aux audiophiles, genre les slew rates de 2 kV par microseconde et non pas 2 kV. Bon, des options sur certains amplis, celui-là il est pas mal, celui-là il est un peu plus chaud, mais il a le son Burr Brown, machin. Enfin bon, tout ça, bon. Bon, on va dire que c'est de bonne guerre parce que on est dans, je pense, une cible plus ou moins audiophile, mais qui n'a pas les moyens d'avoir des trucs complètement délirants. Bien que l'appareil coûte quand même vachement cher. Alors l'Infinity, c'est quand même une version haut de gamme avec beaucoup d'options.
Mais leurs appareils ne sont pas donnés. Hein. Le DAC standard, c'est 1000 $. Hein. Oralim, hein, ce ne sont pas des appareils très bon marché. Donc, on est quand même d'un assez haut de gamme. La fabrication n'est pas mauvaise hein, en soi. Hein. Ça, c'est... Mais bon, il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre a priori. Donc, qu'est-ce qui peut bien justifier que ça soit meilleur que le reste? Et pourquoi, en fait, ils ont fait un carton au niveau de leur levée de fonds? Alors, est-ce que c'est dû aux vidéos qu'ils ont proposées et qui ont convaincu les gens? Eh bien, c'est ce qu'on va voir parce que j'ai pris cette vidéo-là, mais il y en a d'autres et elles sont toutes plus ou moins basées sur les mêmes principes. Je ne vais pas tous les faire. Je vais prendre celle-là parce c'est la plus, on va dire, la plus symptomatique du reste. Et surtout, j'avais pas le courage de faire des sous-titres pour tous les autres. Déjà, celle-là fait 10 minutes et j'ai passé des heures à mettre des sous-titres. Hein, avec quelques raccourcis parce que j'avais pas. C'est très très long et très très pénible de foutre des sous-titres sur la vidéo. Mais bon, on va regarder celle-là parce qu'elle indique bien ce que ce qui me sort vraiment par les yeux et que moi je trouve inacceptable. Ce sont des gens qui se font passer pour des ingénieurs et qui disent n'importe quoi. Tout ça pour épater le gogo. Je peux pas croire un instant que soit le mec c'est un ingénieur, mais il ment, il croit pas un instant ce qu'il dit. Soit il croit ce qu'il dit, et dans ce cas-là, je serais très 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 dubitatif quant à ses capacités d'ingénieur. Mais bon, là je prends de l'avance, mais on va tout de suite regarder un peu cette vidéo-là, et on va analyser toutes les allégations qui sont faites pendant toutes ces 10 minutes. I think the question that people would want to ask is they can see you can see the specs, the things that we publish, the measurements that we publish, but what are some of the things that our backers, our Geek Force members can't see but are important to the design of Geek Force? All right, that's a very good question. All right, so as you can see, we have the bare board here, and we have the audio precision, the tests, a lot of stuff here, cables. So since we cannot see through the PCB, I would like you guys to see something in the real design file. That would be cool. So this one is the GeekPulse X, alright? Everybody knows that we have two dual mono ESS DAC IC here. But not only that, in the real board you cannot see through, it should be just like this. This will be roughly like the board you see it's a simulation in 3D. I can even change that to, say, where's the red? Yes. See, it will looks like very like the real board, right? But this is not important. The important thing is here. For the DAC IC, you need to get the best result. The master clock of each IC is the most important thing. So since we have two here, so we put a very important details here. Check here. These two are femto clocks. They output their master clock signal to this we call clock distributors. And clock distributor duplicate two clock signal. Master clock to each IC, each DAC IC. So check this out. We have one straight line, one snake-shaped line. Why? Because we need, see my cursors here? This one goes to the left channel, this one goes to the right channel, and we want to make sure the two master clock line are both equal length. So what does that do as far as how do you hear that? Okay, if the master clock length is different, you will hear actually because signal travel through the electronic wire still need time. So if the length is different, we will hear actually people can hear slightly different between the left and the right channel on the master clock. So in order to get the best result for the sound, we need to make sure every clock line for the left, for the right are equal length. Ok, donc ça c'est la première partie de cette vidéo. Ça semble logique, hein, ça semble raisonnable comme système.
Sauf que c'est du très grand n'importe quoi. Je crois que je sais pas s'il y a une incompréhension de ce qui se passe ou si c'est juste pour faire du marketing, mais ce principe de faire des pistes de longueur équivalente pour deux DAC mono, en fait, pour rappeler techniquement, ce DAC a deux puces ESS 9018 montées chacune en mono. Et donc chacune indépendante, et chacune est alimentée par la même master clock qui vient des quartz qui sont dans la partie horloge, quartz qui sont alternativement utilisés. Bon, c'est lié à la puce USB qui nécessite certaines fréquences particulières. Donc en fait, un des quartz va vers ce qu'ils appellent donc la puce qui va redistribuer les deux horloges, une sorte de dispatcher qui en fait duplique le signal d'horloge en deux parties, et chaque partie va sur chaque DAC. Et donc, ce qui est affirmé ici, c'est que il faut que chaque ligne ait exactement la même longueur pour que les DAC reçoivent exactement les signaux d'horloge en même temps. Certes, sauf que ici, si on manipule un petit peu les ordres de grandeur, là on a un décalage, on va dire, de la longueur de propagation du courant électrique dans un conducteur, ce qui est à peu près dans les alentours de 250 000 km par seconde. Donc en fait, ici, si décalage il y a, ça va être simplement un décalage temporel pur qui va y avoir entre les deux canaux, qui va être, on va dire, du temps que va mettre un courant électrique pour parcourir quelques centimètres, c'est-à-dire la différence entre les deux longueurs de piste. Et donc on va se retrouver avec un décalage temporel entre droite et gauche de cette différence. Si on fait à peu près le calcul, si la différence entre les deux pistes était de 1 mètre, hein, ce qui n'est pas le cas, on aurait une différence de temps de propagation de environ 4 nanosecondes. Si je prends toujours les 250 000 km/s. 4 nanosecondes, si on ramène ça aux enceintes, donc ils vont être décalés et dit soi-disant qu'ils s'entendent, ça équivaudrait à un temps de parcours du son d'environ 1,3 microns. Ce qui est absolument... je bouge la tête à peine et j'ai déjà explosé la différence que pourraient fournir des pistes de longueur différente. Donc c'est totalement bidon comme explication, ça n'a aucune importance. Et pour moi, c'est soit du pur marketing, soit il n'a pas vraiment compris le truc. Alors, ça en plus, d'autant plus embêtant que le fait d'avoir fait une piste qui serpente comme ça, en fait, détériore la qualité de la ligne, simplement parce qu'on va se retrouver avec une ligne qui aura des caractéristiques différentes de l'autre, parce qu'elle n'a pas la même géométrie. Alors, plutôt que d'avoir un retard pur qui n'aura aucune importance, on risque d'avoir un signal qui n'aura pas la même tête. Bon, évidemment, ici, ça ne va pas jouer des masses, la qualité des puces étant que, de toute façon... les puces vont réagir exactement de la même manière, mais potentiellement, simplement, avoir changé la géométrie des pistes fait que, surtout de cette manière, fait que, de toute façon, le signal n'aura pas tout à fait la même tête. Et ce sont des signaux, on va dire, de 80 à 100 MHz. Hein. Alors, il y a quand même plusieurs remarques dans ce truc-là. Bon, il y a ce fait que ça serpentine, que ça serpente comme ça n'a absolument aucune importance, hein, ce qui est vraiment du hors sujet. En plus... ici, c'est la version avec femtoclock, donc je suppose que c'est un terme encore marketing. Ce sont deux quartz compensant température qui ont des bruits de phase assez faibles. Mais ce qui est oublié ici, c'est bête, hein, mais ces deux quartz passent par en fait on va dire un dispatcher de signaux d'horloge. Et de toute façon, le jitter apporté par ces puces-là, simplement parce que ce sont des choses qui vont diviser, amplifier et remettre les signaux en forme. Il y a un traitement qui se fait quand même là-dedans, c'est pas juste deux trucs qui font rien. En fait, le bruit de phase et le jitter des quartz est totalement occulté par les valeurs intrinsèques de ce genre de puce. Il faut bien voir que les quartz, c'est quelque chose qui a un niveau de qualité de signal qui est extrême. Surtout les quartz qui sortent en sinusoïdal. À partir du moment où on met des étages qui vont suivre, que ce soit des étages de mise en forme, pour faire des signaux carrés par exemple, déjà on a perdu énormément. Et ça on peut le voir quand on regarde les caractéristiques des quartz, des oscillateurs, on va dire, je parle d'oscillateurs, hein, je dis quartz c'est parabole langage, mais des oscillateurs comme ça tout fait, les oscillateurs qui fournissent des signaux carrés type LVCS, CMOS ou quoi que ce soit, ont des caractéristiques moins bonnes que les mêmes versions qui fournissent un signal sinus. Hein, c'est parce que
l'électronique de mise en forme pour rendre des signaux carrés, qui sont en fait des comparateurs, des choses comme ça, très rapides, fournissent une dégradation des signaux. Alors le fait de fournir ces, entre guillemets, femtoclocks, de toute façon c'est détérioré par ce circuit-là, simplement parce que électroniquement il y a une détérioration, tout ça pour juste distribuer deux lignes pour attaquer les deux puces DAC. Donc déjà la première chose c'est total foutaise. Déjà en gros les oscillateurs ici ne servent strictement à rien parce que de toute façon ils sont détériorés par ça, et le fait que ça serpente n'apporte absolument aucune amélioration quoi que ce soit, parce que la différence de ligne va simplement apporter pas un déphasage, un décalage temporel pur, un retard pur, qui correspond à comme si l'enceinte de gauche était décalée de quelques microns par rapport à l'enceinte de droite. Voilà à peu près. Et ça, quand je dis microns, c'est si la différence de parcours de la ligne était de l'ordre du mètre. Hein. Donc bon, on est vraiment dans quelque chose qui n'a aucune importance. Donc ça n'apporte absolument rien au système lui-même. Donc voilà, donc première étape, première foutaise. On continue. You see what's that? Ground wire. What's that? Ground wire. So it works like a ground. So a lot of poles surround the clock. So it will make sure no noise can get into that clock. Oh, it acts as its own shield? Yes, it adds a shield. So in a second, see, in the second layer. You see that? Yeah. It's a clock line and protected by a lot of ground wire all the way. What else you got? Ok, donc deuxième truc, c'est les lignes d'horloge sont entourées par des vias qui sont reliées au plan de masse, ce qui permet, selon ce qui est dit, de les protéger des perturbations parasites extérieures. Donc d'avoir des lignes d'horloge qui sont propres. Ouais, sauf que c'est encore une fois à peu près n'importe quoi, parce que déjà les vias sont pas super resserrés en soi, donc ils n'auront pas vraiment une influence considérable. Et puis, deuxième chose, les signaux d'horloge fournissent plus de parasites qu'autre chose. Déjà, ils risquent surtout d'influencer l'extérieur. D'ailleurs, on le verra juste après qu'il y a une contradiction entre ce qu'il vient de dire et ce qu'il dit après à ce niveau-là. Mais bon, ici, le problème, c'est que si il avait voulu protéger les lignes d'horloge, déjà, il n'aurait pas fait l'erreur de séparer l'horloge en deux pistes asymétriques. Vu qu'il a utilisé une puce qui dispatche les signaux d'horloge en deux, ben, il aurait dû prendre des puces qui font ça et qui fournissent des paires différentielles. Donc à ce niveau-là, il aurait pris deux paires différentielles d'horloge avec des récepteurs côté DAC tout proche du DAC, chargés par des lignes 50 ohms, des trucs extrêmement classiques pour éviter que les horloges soient polluées par des choses extérieures. Et puis voilà, là ça aurait été quelque chose qui aurait pu avoir un impact. Mais là, ce truc-là, ça ne sert à rien. De toute façon, les liaisons sont courtes. Et puis, qu'est-ce qui va polluer là? Quand on regarde son circuit, en fait, les sources d'horloge, elles vont là, elles passent au-dessus, elles vont là, elles vont au-dessus là. Il n'y a aucune source de parasites à l'extérieur là-bas. Quand on regarde le circuit, je ne vois même pas ce qu'elles peuvent aller capter en soi. Donc, je suis extrêmement dubitatif quant à le fait que ces pistes vont aller capter quoi que ce soit. Alors, s'il avait vraiment peur, dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas utilisé des lignes différentielles standards telles qu'on les utilise quand on veut protéger des horloges, hein? Il y a des puces pour ça et ça coûte pas cher. Donc là, déjà, autre foutaise qui n'a absolument aucun impact. Alors, ces deux choses-là, en fait, ne montrent qu'un problème plus général ici, c'est que le routage est fait n'importe comment. Mais le routage au niveau du placement des zones et des composants. Ici, on voit les deux puces ESS. Pourquoi l'horloge est sur le côté comme ça? Pourquoi l'horloge n'est pas dans la zone ici? On voit que ici, quand on regarde le système, les pistes passent au-dessus. Donc, en fait, les ESS sont attaqués du côté entrée numérique du flanc en haut de chaque puce. Pourquoi les horloges ne sont pas dans cette zone-là, tout autour, en parfaite symétrie et tout proche? Il n'y aurait plus aucun problème.
Simplement, pourquoi il y a ce gros bousin là qui est sur le côté alors qu'il aurait dû être au-dessus? C'est un problème de positionnement de zone et de composants plus qu'un problème de résolution de quoi que ce soit. Non seulement ça ne résout rien, mais en plus ça montre surtout un manque de conception, un problème de conception au départ, qu'il essaye vainement de contourner par des méthodes qui finalement ne feront rien du tout. Ok, donc la suite tout de suite. Okay. Let me zoom out a little bit. We have many slots on the board. First one here, second goes here, third one here, before scores here. Let me zoom a little bit. Why we put a slot here? Because we want to protect a very important section. This section is the digital audio input. I don't want any outside potential power noise, even came from a wall model with 12-volt switching power, will have any potential transmission going to this section. So this is very important slot. Also here, clocks. We have clocks above. Clocks generate high frequency signals. It also becomes a noise going to the analog part. So we have a slot here to protect any potential noise going to the analog stage. And one more thing. We put a very big slot here and also a lot of caps. All this thing doing for one purpose, position-wise, protect the half-on output. So you can see the half-on output goes here. So every layout, every component's position has been strategizing to the best place on the board. So can we see the slots on the physical board? Yes, here. See this, 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 and this. Alors, que dire? Je sais même pas par où commencer tellement c'est n'importe quoi. En quoi une fente sur un circuit imprimé va protéger de quoi que ce soit au niveau de couplage capacitif ou de couplage magnétique ou quoi que ce soit, d'émission de parasites, etc. Ça n'aura absolument aucun impact. Aucun. Vraiment, mettre des fentes là ne sert strictement à rien. L'effet sera nul à ce niveau-là. Par contre, ce que ça fait, et ça c'est beaucoup plus important, ça prouve qu'il y a quand même un problème de connaissance sur la gestion des plans de masse, c'est que des plans de masse ne doivent jamais contenir des ruptures de ce genre. C'est vraiment une des bases fondamentales de la gestion des plans de masse sur des circuits, surtout quand on a des circuits numériques qui peuvent avoir des hautes fréquences, c'est qu'on ne doit jamais couper les plans de masse par des ouvertures, alors que ce soit des ouvertures purement où il n'y a pas de cuivre, ou ici des ouvertures physiques, réel, ce qui ne change pas grand-chose, simplement parce que ça force le courant à faire le tour, et en fait ça détourne les courants de retour qui vont passer par d'autres chemins plus longs, et qui vont passer par des chemins qui auront des inductances plus élevées. Alors ça c'est la base sur le routage. Alors, on peut trouver sur certains bouquins, comme celui le plus célèbre qui est le bouquin sur le Black Magic, sur les hautes fréquences. Je montrerai le passage à ce sujet juste après, qui montre que c'est vraiment une erreur grossière que de faire ça. Alors, foutre des fentes pour se protéger des parasites, là c'est un peu comme si on voulait brûler un poussin sur le côté pour essayer de guérir de la grippe. Ça ne sert absolument à rien, je ne sais absolument pas où il a été chercher ça. Alors, ensuite, il justifie les fentes autour de l'horloge en disant que ça émet beaucoup de parasites, et des parasites qui pourraient aller sur les canaux analogiques qui sont ici. Ma question est, pourquoi il a été foutre l'horloge à côté des sections analogiques ici ? C'est surtout parce que c'est super mal placé et ça n'a absolument rien à foutre là. C'est ça le truc. Voilà. Alors après, protégé par une fente, pour la petite info, la largeur de la fente ne change absolument rien sur le fonctionnement en soi. Ça ne protège pas plus parce que la fente est plus large. Ça aussi, c'est une erreur. Le fait de mettre une fente et en plus de mettre un mur de condensateur va en rien protéger quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment... ça n'a aucun sens. Alors, si c'est pour protéger les parties analogiques parce qu'il y a des parties numériques, etc., vraiment, c'est parce que tout est mal placé sur cette carte. Alors, quand il dit au début, la fente qu'il y a ici du côté alimentation, c'est pour éviter d'aller polluer les parties numériques ici,
Ben, les parties numériques ici, ce sont en général ceux qui sont les plus immunes envers les parasites en soi. C'est par définition. Ou alors vraiment, c'est qu'il y a un gros souci quelque part. Mais bon. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est la conclusion, c'est que tout a été parfaitement pensé et fait d'une manière stratégique sur les placements, le routage, etc. Moi, je vois que c'est surtout très mal placé, très mal routé et très mal conçu. Et que ce sont vraiment des tentatives de contournement de problèmes qui ne devraient même pas exister au départ. Et en plus, des contournements qui, de toute façon, ne font strictement rien. Ok, donc, bon, on l'aura compris, on va continuer. What we see here is a 12-volt input. If you don't use the LPS, you will plug a switching 12-volt power input. Alors, ce qu'il appelle le LPS, c'est leur alimentation externe qui ne se branche pas sur ce port-là, d'après ce que j'ai compris. Et si on n'achète pas ce LPS, en fait, ici, on met un petit module à transfo du commerce de 12 volts pour le brancher. Right? So that's potentially become the most noisy part of the whole board. So this decides everything else. Why? Because we put optical here. The optical is relatively immune to the switching noise. And we put the digital audio input here, AES, balanced digital audio input here, and then the most important thing in the middle, USB. And you can see that, let me drag here, the distance between the XMOS USB receiver and processor with that USB connect is so short, very, very short. So we put the slot here, we put the physical distance as far as possible with the potential switching power to protect the USB input. Ok, bon, alors là, enfin bon. Alors, ici, l'idée, c'est que comme cette partie alimentation est potentiellement la plus bruyante du lot, en fait, l'ordre des entrées ici, qui sont que des entrées numériques, est imposé par ordre de sensibilité aux parasites qui viendraient de là. Donc le premier, c'est l'optique, le deuxième, c'est le SPDIF, le troisième, c'est la ESEBU, et le quatrième, c'est l'USB. Ok, pourquoi pas. Sauf que c'est du grand n'importe quoi, encore une fois. En quoi l'optique est plus immunisée que le coax au niveau du truc? Ben, le récepteur optique fournit les signaux équivalents au SPDIF en sortie dans toutes ces zones-là, que ce soit optique ou pas, ça ne change rien. Alors, pensait-il à du couplage entre les câbles? Je ne suis pas sûr, parce qu'il parle du circuit imprimé, donc il doit parler de ce qui se passe derrière. Donc, il y a autant d'immunité entre la sortie du récepteur Toslink que sur le récepteur SPDIF. En plus, ces deux-là sont asymétriques, donc beaucoup plus sensibles aux parasites. Alors pourquoi? C'est pas la ESEBU qui est mis d'abord, qui lui entre en symétrique. Donc il est beaucoup moins sensible aux parasites en mode commun. Donc normalement, ça devrait être la ESEBU en premier. Et ensuite, les deux autres qui suivent. Ensuite, alors après, il y a tout un laïus sur la sensibilité de l'USB et l'extrême précaution qu'il faut prendre entre le slot USB et la puce XMOS qui va les traiter. Mais l'USB, ce sont des paires différentielles qui sont immunisées contre le bruit en mode commun. C'est pas plus sensible que de la ESEBU à ce niveau-là. Et puis, le fait de mettre ça tout proche de ça, c'est quoi? C'est pas un problème. De toute façon, ce sont des paires différentielles qui rentrent dans le circuit. Donc, il n'y a pas plus de problème que ça. À la limite, il y a plus de problèmes ici, plus de sensibilité là, qu'au niveau du port USB. Le port USB pourrait très bien être au début, c'est pas un problème. Il n'a pas spécialement de problème d'immunité en soi, vu que ce ne sont que des paires différentielles partout. Et c'est fait pour ça. Hein. Donc, il n'y a aucune raison, l'ordre ici n'a aucune justification en soi, et pour moi, il n'est même pas bon. Moi, je mettrais ESEBU, USB, le SPDIF et le Toslink ensuite, après. Et puis de toute façon, une fois sorti de toute cette électronique-là, après on n'a que de l'I2S ou équivalent qui va les rentrer vers des puces, probablement les DAC ou autre chose. Donc tout ça, c'est le même type de signaux qui transite et qui va recevoir éventuellement des parasites. Alors après, c'est là que ça se passerait, il faudrait voir comment c'est routé.
Le slot, lui, il va absolument rien y faire de toute façon. En plus, le slot ici, il est vachement vicieux parce qu'il pourrait forcer des retours de courant dans cette zone-là, retour de masse. Parce que, et donc, le fait de forcer le truc à rentrer par ici, parce que ça va être le chemin le plus court, les courants de masse qui viennent de là vont passer là direct. Ils ne vont pas contourner le truc, ils vont aller au plus court. Donc là, déjà, c'est une grossière erreur d'avoir fait ça ici. Donc l'ordre ici n'est absolument pas justifié en soi. Et en fait, encore une fois, s'il y a un problème, c'est que c'est mal placé et c'est mal routé. L'alimentation n'a rien à foutre là. Elle devrait être carrément dans un truc à part avec un vrai blindage et une isolation complète. Et non pas un slot. Enfin, c'est ridicule, ou une fente. Donc déjà ici, c'est un peu, en gros, n'importe quoi. Il n'y a encore rien qui est justifié réellement. After that, we see the analog part, the balance analog output. And in the end, we put the most vulnerable, less noise muted single-ended analog output on the leftmost. So put the most distance between this one and that single-ended output. We are testing. Alors, là, à propos des sorties analogiques, ça lui pose absolument pas de problème de foutre toute la mécanique USB juste à côté et que, bien entendu, là, par contre, il n'y a pas de slot. Comme si la partie USB ne mettait aucun parasite ni rien du tout. Alors que c'est pété de HF, voilà. Et là, par contre, comme la sortie analogique asymétrique est beaucoup plus sensible, elle est le plus éloignée. Mais alors pourquoi? C'est pas le même principe qui est appliqué avec le SPDIF et la ESEBU en entrée. Mystère. Il n'y a peut-être pas pensé. Donc, c'est pas très cohérent et surtout, encore une fois, c'est pas très bien placé non plus. Hein. En fait, en pratique, ça n'a pas vraiment d'importance parce que finalement, pour avoir des problèmes de crosstalk, de parasites d'un truc à l'autre et que ça s'entende en sortie, etc., il faut vraiment le faire exprès. Donc, en gros, tout ça n'apporte finalement pas grand-chose, voire rien du tout. The variable of the gig pulse with central clock internal amplifier upgrades. Here is the audio precision. You can see the output direct at it from here, and we have the Lightspeed 10G cable going from the audio precision computer all the way to the DAC. All right, and we have a very normal switching power. We don't use the LPS here. So when we do the test, I won't show you the SMR THD, this kind of thing that you can see everywhere. You will see in our test report. I want to show you something. It's not easy to see. For example, here, a lot of people ask, okay, why your THD or whatsoever is different than the other guys tested. Let me show you one important thing. It's the bandwidth. If we test only from, okay, the only bandwidth is 22K hertz, you will see that the numbers become better. If we all go all the way up to 250K hertz, the more bandwidth we measure, we will see more and more noise and related stuff. You see, that number goes lower. But when everybody else, almost everyone, they only use 22K hertz as their standard, we usually use 45K or 90K. So you can see in this DAC, even in 90K hertz bandwidth, we measure all the way up to 90K hertz. The THD still perfect. It's the dB. You can see that in percentage. Alors là, on est dans un truc qui est, on va dire, une espèce de platitude qui fait que, ben oui, plus on élargit la bande passante de mesure du bruit, plus on a un rapport signal sur bruit qui est dégradé. Ça, à peu près tout le monde le sait. En quoi ce qu'il vient de dire montre que son DAC est meilleur que les autres? En fait, sur le DAC chinois que j'ai exactement les mêmes résultats que lui. J'ai exactement les mêmes nombres, les mêmes styles de trucs. Que je mesure à 22 kHz ou à 40 ou à 90, c'est pareil. Ça se dégrade quand on va de plus en plus loin, tout simplement parce qu'il y a des tas de la HF qui est produite par le DAC, par son modulateur interne. Donc on retrouve des HF qui viennent se superposer. Ce qui finalement n'est pas très grave, parce que mesurer le rapport signal sur bruit à 90 kHz, très bien, mais ça sert à quoi exactement? Si c'est qu'une bagarre de chiffres, bon, très bien.
Mais maintenant, ça pose un souci, c'est comment on compare des DAC fournis par des constructeurs qui, pour des raisons marketing, que je comprends, fournissent sur une bande passante de 22 kHz, et d'autres qui fournissent sur une bande passante de 90. Comment on peut comparer la qualité en bruit de deux appareils si on ne fournit pas des techniques de mesure qui sont comparables? Ça, déjà, c'est déjà problématique. Et puis, contrairement à ce qu'il dit, il y a plein de gens qui fournissent les mesures aussi avec des bandes plus larges que 22 kHz. Mais déjà mesurer jusqu'à 22 kHz, c'est pas si mal que ça. C'est pas... Moi, je vois pas de souci en soi. Mais en gros, son truc, c'est bien gentil j'allais dire, faire son malin en montrant, regardez comme on parle la bande passante de mesure du bruit. Mais ça, c'est du ultra basique dans la mesure en général. Les gens qui conçoivent les appareils, bien entendu, font des mesures sur des larges bandes passantes pour vérifier leurs appareils. C'est pas forcément ce qu'ils divulguent à la fin dans les publicités, mais tout constructeur sérieux utilise évidemment des bandes passantes larges pour regarder le comportement de leur circuit. Ou alors, vraiment, ce sont des brels. Mais là, je vois pas en quoi ça prouve que ces circuits sont meilleurs. Simplement, ils montrent qu'il utilise le socle d'audio précision avec ce paramètre-là aussi. Mais quand on regarde son truc à 250 kHz, on voit qu'il passe à moins 94 décibels, ce qui n'est pas terrible. Mais moi, j'ai à peu près la même chose. J'obtiens les mêmes résultats que lui avec le truc chinois que j'ai monté moi-même comme ça. Jusqu'ici, tout ce que j'ai vérifié, il n'a absolument aucune caractéristique meilleure que n'importe quel circuit qui utilise ces puces-là. D'ailleurs, il est même un peu moins bon parce que c'est une des puces qui est ultra miniature, qui a des caractéristiques un peu moins bonnes que la grosse puce qu'on utilise habituellement en boîtier un peu plus gros. Ce n'est pas tout à fait la même et donc le bruit est un petit peu supérieur. Donc, je veux dire, moi, mon DAC que j'ai à la maison, il est au moins aussi bon que ça. Et puis voilà. Et qu'est-ce que ça prouve, quoi? Je veux dire, jusque-là, il n'y a absolument rien. Donc bon, moi je veux bien dire des banalités de ce genre, mais bon, je vois pas en quoi ça fait avancer quoi que ce soit. The other thing I care really a lot is about the ratio between the different harmonics. So here you're seeing this is a fundamental one. It's from minus 140 dB all the way to 0 dB. But you can see that the majority of the harmonic distortion is a second and third only. We don't have 6, we don't have 8, that's very little 10, but for the rest thing is a very natural decay. So you will make your music sounds more natural. Oh. Quel paquet de foutaises, mais c'est pas possible. Ce qu'il vient de montrer à peu près, c'est en gros ce que les puces ESS fournissent en caractéristiques en général. Il parle de dégradé de distorsion, mais oui, il y a peu de H6, de H8 et de H10, mais il y a beaucoup de H7, de H9 et de H11, ce qui n'est pas, il n'y a pas vraiment de quoi se vanter en soi. Bon, c'est normal, ces puces-là fournissent de la distorsion sur un large spectre, mais tout est très très bas. Il y a évidemment du H2 et du H3 qui dominent, mais ça, quel que soit le montage qu'utilisent ces puces-là, on aura exactement la même chose. Ça ne montre absolument pas en quoi son montage, son DAC a une supériorité par rapport à d'autres. Ça ne montre absolument rien. Et le fait de dire que le spectre décroît d'une manière naturelle, tout ça, je suis désolé, il ne décroît pas d'une manière naturelle et tout ça du tout. Il est assez plat, assez étendu, avec les parties paires qui sont atténuées, tout simplement parce que c'est un montage symétrique. Hein. C'est donc de fait, ça enlève les harmoniques élevées, paires, et il reste toute la partie impaire, évidemment. Let's talk about FFT. It's a very powerful tool, but you need to know where to see it. So in this example, we put the 1K standard frequency here, so you can see a spike, right? And for the rest, you see the majority of the distortion is the second and third harmonics. For the rest, you can see it's well below 140. If we use 140 minus 140 as the standard, everything's lower than that. And if I average that out, you will see that
It's a very smooth, average out noise floor, happily laying down roughly 145 dB all the way here. And we see some little spikes here. I guess that's created by the switching power. Yes, and something here, always high frequency noise that we cannot get rid of by the switching power. So when they use LPS, you'd expect that to be gone. Yes. Okay. Alors, sur les FFT maintenant. Effectivement, les FFT, c'est un outil extrêmement puissant à partir du moment où on sait bien les lire. Alors, ici, on voit que le montage n'a pas de ronflette du tout, est assez bien filtré, donc il n'y a rien à en dire au niveau des caractéristiques. Le montage est propre au niveau de son alim, surtout que là, il est alimenté avec un boîtier standard et non pas par le LPS fourni. Alors, le problème ici, c'est que j'ai reculé pour voilà, regarder un peu ce qui se passe. Donc ici, c'est propre. Ici, on a évidemment la distorsion harmonique, c'est exactement ce qu'on a vu au truc d'avant, hein, sauf que c'est présenté différemment. Après, alors il y a un petit pic ici dû à l'alimentation. Bon, le pic, il est à peu près à 180 Hz. Moi, je verrais plutôt une ronflette plutôt qu'une alim à découpage. Ici, tout ça, c'est de la distorsion qui est fournie par le DAC. Hein, ça continue des valeurs, mais ça, c'est le modulateur qui fournit ça. C'est pas du tout lié à des alimentations. Et ici, je l'ai exactement pareil. Et quelle que soit l'alimentation qu'on met, on a ces trucs-là. Ça, par contre, ça peut être un bruit peut-être fourni par l'alimentation, mais c'est pas sûr. Ça peut être aussi le modulateur delta sigma qui commence à monter en bruit. Et après, on a juste l'effet des filtres numériques qui sont au sein du DAC. Alors ça, moi j'ai déjà rencontré, alors je me souviens plus si c'est dû au DAC lui-même ou pas. Néanmoins, ici, encore une fois, ça ne prouve rien. Et surtout, là, c'est là où je veux mettre le point, c'est le piège des FFT, où là, d'une manière directe, il parle du plancher, où il dit, regardez, nous, on a un plancher, pour nous, le minimum, le standard, c'est moins 140 décibels, regardez, là, on est à moins 145 et tout ça. Le problème avec les FFT, c'est que même avec un appareil de merde, je peux avoir un plancher à moins 180. C'est pas un problème. Le plancher est dû essentiellement, évidemment, au bruit de l'appareil, mais aussi au nombre de points qui sont mis dans la FFT. Sachant qu'à chaque fois qu'on double le nombre de points, on descend de 3 décibels. Ici, en regardant bien dans la vidéo, ces FFT, c'est des FFT de 120 000 points, ce qui sont déjà assez élevés. Par exemple, ici, moi, quand je fais mes mesures, elles sont de l'ordre de 30 000, à peu près. C'est-à-dire à peu près 4 fois moins de points. C'est-à-dire que moi, quand je regarde mes FFT, elles sont à peu près, effectivement, 5-6 décibels au-dessus. Pour le même appareil, mais tout simplement parce que le nombre de points est plus faible, et non pas parce que l'appareil est meilleur. Quand il dit que j'ai moins 145 décibels, ça ne veut absolument rien dire. C'est extrêmement relatif. Il faut bien comprendre que le plancher de bruit d'une FFT, ça ne veut absolument rien dire tant qu'on n'a pas donné le nombre de points et tant qu'on ne compare pas des appareils dans les mêmes conditions de mesure. Donc là, il faut vraiment se méfier de ce discours en disant, regardez, moi je suis à moins 145 décibels pour vous dire que je suis silencieux. Oui, mais quand on prend 120 000 points, ça aide aussi quelque part. Alors moi, c'est surtout sur la fin que ça me fait un peu aussi bondir. Moi, je voudrais bien qu'il le prouve, qui dit que si on branche l'appareil sur son LPS, que toute cette partie-là va disparaître et que ça va être tout plat. Je le défie de me montrer ça, je suis certain que ce n'est pas vrai. Parce que ça, quel que soit l'appareil, quelle que soit la lime, on les a parce que de toute façon, c'est fourni par le DAC. Toute cette HF, c'est fourni par le DAC lui-même, c'est pas fourni par la lime. Donc ça, c'est encore une fois bullshit à ce niveau-là. Donc après, en fait, il finit sur la conclusion. So when they use LPS, you'd expect that to be gone. Yes. Okay, and one thing I want to share with you guys. Although we produce a very wide price range of the DAC, from $199 gig out to $1,000 of gig post to $130,000 of side. Price different and the features different. But there's one thing I will tell you, I will keep it intact. Everything the same. It's our design principle and the philosophy behind it. We won't cut any corners if only that price is lower. We don't compromise. Ok, donc oui, c'est vrai que globalement leurs appareils sont assez bien faits, mais
moi, ce que je reproche, c'est que les arguments techniques, il n'y en a aucun qui tient en soi vis-à-vis des affirmations, des conséquences de ces choix techniques. Aucun ne tient la route, aucun n'est justifié, et à la fin, leur appareil est exactement du même acabit que n'importe quel appareil conçu normalement selon les règles de l'art habituelles. Moi, je suis quasiment certain que la platine d'évaluation de ESS marche au moins aussi bien, voire mieux que ce système-là, parce que je trouve que les éléments et les sections dans le circuit imprimé sont mal positionnés. Il y a des erreurs de base de routage, de positionnement qui font que, en soi, leur appareil fera pas mieux ou moins pire que d'autres, mais il n'y aura certainement aucun argument réel sur la supériorité de leur truc. Donc là, c'est vraiment, moi, ce qui m'agace là-dedans, c'est que c'est une utilisation de termes pseudo-techniques, d'arguments pseudo-techniques pour justifier des trucs qui ne sont pas justifiés parce que ces arguments techniques ne tiennent pas, ne sont pas réels. C'est de la pseudo-science à l'extrême. Il suffit aussi de lire d'autres arguments. Les autres vidéos sont vraiment du même acabit. D'ailleurs, j'invite les gens à essayer de les écouter et à essayer de déceler les erreurs et les incongruités qui sont dites, mais il y a des choses, mais oh là là là, puis en plus, ce mec-là, c'est l'expert absolu, c'est le gourou, c'est l'ingénieur spécialiste des DAG, spécialiste des TUS, spécialiste de ceci, spécialiste de cela, mais quand on creuse un peu, on voit qu'il dit beaucoup de trucs extrêmement naïfs, c'est très très naïf ce qu'il dit, c'est très orienté audiophile, avec les vieux clichés habituels, enfin pour moi, c'est pas un ingénieur sérieux à ce niveau-là. Vu ce qu'il dit. Alors après, bon, ok, on vend son produit, hein, donc on tourne un peu les choses à son avantage. Je comprends, mais dans ce cas-là, qu'ils viennent pas se présenter comme étant comme ça, regardez comme je fais des trucs qui n'ont rien à voir. Et ce qui est un peu attristant, c'est que quand on lit les commentaires des vidéos sur YouTube, les gens tombent dans le panneau direct, quoi. Ah, le mec, il a super crédibilité, il est trop fort, il est trop génial, c'est vraiment trop fort. Mais c'est bullshit jusqu'au bout, quoi. Il n'y a rien d'innovant, de spécial là-dedans. Alors, il y a d'autres aspects, d'autres exemples. Par exemple, il utilise un mix de transistors discrets et d'ampli-op dans ses étages analogiques. Ce qui n'est pas nouveau, hein. Beaucoup de gens utilisent ce genre de truc. Et par exemple, ces ampli-op, il dit qu'il les fait fonctionner en classe A. Alors, évidemment, des ampli-op, comment faire fonctionner les étages de sortie d'un ampli-op en classe A alors qu'on n'a pas accès à la polarisation de l'étage de sortie en interne? Évidemment, le seul moyen, c'est de faire débiter ces ampli-op sur un générateur de courant ou résistance ou quelque chose comme ça, et de décaler le point de fonctionnement. Mais ça, c'est de la bidouille. C'est pas de la vraie classe A. Si vous voulez vraiment faire la vraie classe A, évidemment, dans ce cas-là, qu'il fasse un étage de sortie en classe A, et puis c'est tout. En composant discret, ou je sais pas, mais il y a plein de choses comme ça. Alors, évidemment, il y a classe A qui est écrit à toutes les lignes, j'ai composants discrets, machin, c'est très bien, mais en fait, tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. Il y en a plein des comme ça. Il y a énormément de choses qui sont dites, mais qui sont vraiment moi, mon problème, c'est est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il fait du marketing? Je sais pas. Mais en tout état de cause, que ce soit l'un ou l'autre, c'est soit il manque de compétences sur le sujet, soit il est malhonnête. Mais bon, quelque part, c'est pas honnête, c'est pas bon. Donc moi, je suis un peu, ça m'agace un peu de voir des gens lever des fonds sur des gens qui font ultra confiance à ce qu'ils disent, mais en fait derrière c'est que du bidon, c'est bidon jusqu'à la moelle. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Ok, bon, on va arrêter de maugréer sur des gens, mais tout ça pour dire que il faut aller fouiller et aller vérifier à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui sont finalement, qui ont l'air d'aller de soi, mais qui ne vont pas du tout de soi, et quelque part, voilà, c'est pas bon, et on se fait planter. Bon, à la fin, évidemment, on a un appareil qui marche, mais il n'est pas supérieur aux autres. Il n'est pas supérieur aux autres. C'est tout. On a le même que les autres, sauf qu'on l'a payé beaucoup plus cher. Ok, juste un petit supplément à propos justement des fentes sur les circuits. Comme je disais, c'est ce principe de faire des ruptures de masse. En fait, je vais partir sur ce livre qui est très connu,
qui est un bouquin qu'on peut trouver à pas cher maintenant, d'occasion ou tout ça, mais c'est un excellent bouquin avec beaucoup de choses, ainsi que le volume 2 qui est la suite en plus avancée. Il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui est haute fréquence et Black Magic. Alors j'en ai peut-être déjà parlé, je ne m'en rappelle plus très bien, mais disons c'est vraiment un bouquin où il y a beaucoup de choses sur le sujet. Donc ici c'est un extrait qu'on peut trouver sur ScriptBD, ce qui permet de voir justement ce sujet à propos des problèmes lorsqu'on a des plans de masse qui ont des fentes. Donc ici il parle de la situation qui est décrite dans la figure 5.8, qui est une erreur classique de layout, enfin donc de construction de forme de plan de masse, qui est appelée une fente de masse. Alors ça arrive quand les ingénieurs se retrouvent par manque de place et décident d'essayer de faire passer une piste en plein milieu de du truc de masse, du plan de masse. Donc ce qui fait que vu qu'on veut faire passer une piste en plein milieu du plan de masse, ben on est obligé d'ouvrir le plan de masse pour la faire passer. Donc c'est le gros souci, c'est qu'on se retrouve avec une situation de ce genre. Donc on a une ouverture dans la masse avec des pistes qui sont là. Alors ça, les pistes ici sont dans les couches internes. Et ici on a fait une ouverture de masse pour une raison X ou Y. Et donc on se retrouve avec des problèmes de retour de courant qui sont obligés de contourner l'ouverture. Alors ici, le problème existe dans sa forme la plus extrême, c'est vraiment ici quand il y a des pistes qui passent de part et d'autre de la forme dans les couches internes, et le plan de masse lui est coupé, et les courants de retour de ces pistes-là sont obligés de contourner cette ouverture. Et donc ça rallonge le trajet, ça empêche d'amenuiser l'émission haute fréquence due aux pistes elles-mêmes, et ça augmente la self-parasite du trajet de retour, ce qui fait que les signaux sont plus lents, etc. Donc l'intégrité des signaux est mise est détériorée un peu. Alors dans le cas de ce DAC, on n'est pas dans ce cas aussi extrême. Il n'y a pas de piste qui passe au travers, vu qu'on a carrément un trou dans la plaque. Mais ça n'empêche que les courants de masse sont obligés de passer autour de ces trous dans la plaque, et ça rallonge, et ça force à passer à certains endroits des courants de masse qui a priori ne devraient pas passer. Et ça, bien entendu, il faut l'étudier. Donc ici c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver lorsqu'on fait des ouvertures autour des broches de connecteurs par exemple. C'est ce genre de truc qui peut arriver d'une manière inopinée. Et donc ce qui est dit ici vraiment c'est que ne tolérez pas cette pratique. Voilà, c'est clair, net et précis. Là au moins, voilà. Alors utiliser ce principe d'ouverture pour justifier de ne pas faire passer des courants parasites ou autres, c'est totalement bidon, parce que de toute façon, le courant parasite, il va passer autour. Hein, c'est pas ça qui va l'empêcher de passer. Non seulement ça va le passer autour, mais en plus, ça risque de passer à des endroits où ça ne devrait pas. Donc, voilà, c'était vraiment pour montrer que un plan de masse, en général, ça doit être en un seul tenant, et ça ne doit jamais avoir d'ouverture, encore moins allongé, qui forcerait le courant à passer par un chemin détourné. C'est extrêmement important, c'est la raison d'être des plans de masse. C'est que tout doit rester en un seul morceau. Alors que le plan de masse soit en croisillon ou qu'il soit plein, c'est un autre sujet. C'est pour d'autres raisons. Mais le fait de faire une grosse ouverture dedans et de forcer les courants de retour à passer à un lieu qui n'est pas celui qu'on voudrait, c'est une erreur de base dans ce genre de design. En fait, ici, ce qui est important dans les plans de masse, c'est qu'il ne faut pas oublier que le plan de masse, c'est là où vont revenir tous les courants qui sont partis de l'alimentation. On a tendance à penser que les courants passent dans la ligne positive des alimentations et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que tous ces courants reviennent dans les plans de masse. Et en plus, ils se mélangent entre eux quand on fait pas attention. On se retrouve avec des plans de masse qui ont les retours de courant analogiques, numériques, numérico de fréquence, etc. Et alors que tout ça, ça devrait se rejoindre sous certaines conditions et ne pas se mélanger dans certains endroits. C'est justement là que se retrouvent des erreurs où on se retrouve avec des parasites qui viennent débouler dans des zones extrêmement sensibles. Parce que les plans de masse doivent être non seulement adaptés et continus, mais en plus doivent être bien séparés
pour empêcher des mélanges de courants de retour qui sont la somme de tous les courants qui sont partis de la ligne. Il ne faut pas oublier que les courants reviennent par là. Hein. Donc, il ne faut pas voir une piste comme un conducteur. Il faut voir que la piste et le plan de masse sont les deux conducteurs qui font partie d'un circuit en lui-même. C'est toujours cette idée qu'on oublie dans des trucs conventionnels, alors qu'en haute fréquence, c'est vraiment quelque chose de fondamental.